Voilà, mais avant tout, vous remercier pour cette invitation. L'introduction, je pense qu'elle était assez claire sur le sujet de cette conférence. Quand j'ai été invité à prendre la parole ici aujourd'hui, je me suis dit tout de suite oui, mais après j'ai réfléchi et je me suis demandé alors c'était quoi le lien entre l'Amérique latine aujourd'hui et les révolutions arabes, ou ce qu'on appelle le printemps arabe. Je pense que ce lien est clair, il est tracé dans notre histoire et dans une lutte qui date d'il y a très longtemps déjà, où les différents peuples, que ce soit en Amérique latine ou en Afrique, essayent de se libérer des différents processus coloniaux, que ce soit par l'Europe ou les Anglais ou les États-Unis en Amérique latine, mais aussi par les différents projets de néocolonisation. Ce sont ceux qu'on vit aujourd'hui, avec des gouvernements souvent fantoches, en fait, un peu des mannequins qu'on met pour pouvoir continuer à exploiter et diriger ces pays, que ce soit, et c'est là où je trouve le lien, en Afrique ou en Amérique latine. En Amérique latine, l'histoire qui a été vécue, elle a été vécue aussi dans le sang, dans les guerres, les dictatures, surtout pendant la période de la guerre froide, ce qu'on appelle la guerre froide, les années 70 et les années 80. Notre continent a vécu pas mal de dictatures militaires avec tout l'appareillage répressif que ça peut expliquer, donc des escadrons de la mort, la tentative de vouloir détruire les différents réseaux et bases sociales et politiques qui cherchaient un autre système social, en tout cas, qui tentaient de construire un autre système social. Dans mon pays, au Chili, nous avons vécu un coup d'État, celui de Pinochet, contre un gouvernement élu par le peuple, qui était, dans l'ensemble des différents processus mondiaux, une première, parce que pour la première fois, un président élu dans un front de gauche arrivait au pouvoir et commençait des changements structurels, notamment par la nationalisation des matières premières et l'expulsion, en quelque sorte, des différents intérêts internationaux, les différentes multinationales qui exploitaient notamment le cuivre, qui est une des matières premières au Chili. On a vu ce qui s'est passé par après, un coup d'État militaire soutenu par les Américains. Et si on se déplace aujourd'hui, cette histoire que je vous raconte s'est passée en 1973, mais si on se déplace aujourd'hui, on voit toujours la même situation en Amérique latine. On la voit encore plus aujourd'hui parce que ce continent et ces peuples continuent à chercher une solution pour améliorer leur vie, pour pouvoir sortir de cette domination économique et politique. On l'a vu au Venezuela avec le président Chavez, qui a été... qu'ils ont essayé en tout cas de renverser avec une opération montée en toutes pièces par les Américains et soutenue par l'Europe. On l'a vu en Honduras avec Zelaya, qui a été renversé il y a quelques temps par les Américains pour pouvoir mettre un autre président à la place. Et donc, un combat permanent dans l'histoire de l'Amérique latine et de l'Afrique pour pouvoir se libérer justement de ces chaînes qui sont là depuis très longtemps. Dans cette histoire, on a vu des combats souvent armés, avec une violence extrême des deux parts, que ce soit des oppresseurs, mais aussi des opprimés, en défense justement de ces combats. Aujourd'hui, l'Amérique latine, moi ce que je constate en tout cas, c'est qu'elle a changé de stratégie. Ce n'est plus des guérillas à la Che Guevara, c'est plutôt des mouvements sociaux soutenus par l'ensemble, en tout cas la majorité de la société, qui réussissent
a remplacé le système en place, le système nommé capitaliste ou libéral, et qui remplace alors ce système par une auto-gestion, une auto-organisation composée, et c'est ça peut-être l'handicap de ces différentes expériences en Amérique latine, composée de tous les acteurs de la société. Il n'y a pas un parti politique dominant ou un secteur de la société sociale ou politique qui domine aujourd'hui en Uruguay ou en Bolivie. C'est plutôt la société dans son ensemble et ses représentants qui sont en permanente contradiction aussi, parce que chacun pense qu'il faut faire ça autrement, en tout cas par des voies différentes, et qui ralentit les différents processus et qui sont en recherche. Je pense que c'est ça la caractéristique aujourd'hui en Amérique latine, des réseaux sociaux, des mouvements sociaux qui ont réussi à se présenter en tant qu'alternative politique et renverser des gouvernements par la voie pacifique, donc par les élections, à travers des élections, des fronts populaires, des fronts de gauche se sont imposés dans pas mal de pays en Amérique latine aujourd'hui et qui sont à la recherche d'un nouveau système de vivre ensemble. Je pense que c'est ça la caractéristique la plus importante. Très souvent, on se porte à des systèmes qu'on a déjà connus, comme le système socialiste ou les expériences qui ont été vécues par le socialisme ici en Europe ou un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, on parle beaucoup de socialisme en Amérique latine, mais on le cherche. Et on cherche à construire ce nouveau système, que ce soit socialisme ou qu'on l'appelle autrement. Je pense que c'est l'égalité et le partage dans le respect de tous les peuples. Et l'indépendance, je pense que c'est ça l'atout, en tout cas la clé pour arriver à construire ce nouveau système, et qui nous relie alors directement, pas seulement aujourd'hui, mais à travers l'histoire. Très récemment, j'ai reçu un petit film en cadeau par un ami chilien qui s'appelle L'Odyssée cubaine en Afrique. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Mais ça explique comment les Cubains ont participé et ont soutenu les différents processus révolutionnaires en Afrique noire, que ce soit en Angola, en Guinée-Bissau, la lutte contre l'armée de l'apartheid en Afrique du Sud. Juste pour vous donner un petit chiffre, à la fin des années 80, il y avait 450 000 soldats cubains qui se battaient contre l'armée de l'Afrique du Sud, dans les frontières de l'Angola. Donc je pense que cette histoire, elle est là, elle nous parle à nous, jeunes Sud-Américains, et j'espère aux futures générations. Et elle parle aussi aux Sud-Africains par rapport à leur héritage culturel. Nos liens sont là et je pense qu'ils sont partagés par cette recherche d'un nouveau système social qui est pour moi clairement celui qu'on vit aujourd'hui avec ce qu'on appelle aujourd'hui le printemps arabe ou la révolution arabe. Voilà. Je salue votre initiative et vous remercie pour l'invitation. Et je voudrais avoir une pensée pour notre ami et grand frère Mohsin qui n'est pas parmi nous ce soir et qui est malade, en implorant le Seigneur exalté soit-il pour lui accorder une meilleure santé, paix et bénédiction sur lui. Amin. Alors, dans le temps qui m'est imparti, parler avec vous de ce qu'on appelle le printemps arabe. Moi, je ne suis pas de ceux qui parlent d'un printemps. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'un printemps arabe parce que, justement, je voudrais peut-être commencer par une mise en perspective historique, dans une séquence historique assez courte, mais remontée à il y a des siècles. Le monde arabe était effectivement un monde envahi par la barbarie, la culture du non-sens, comme dit Roger Garaudy quand il interprète la Jahiliya. Le Coran parle, parce que quand on parle de la société arabe, on est amené à parler aussi de la tradition musulmane. Les Arabes ne sont pas tous musulmans, les musulmans ne sont pas tous arabes. Mais l'islam a débuté en péninsule arabique. Donc l'arabité et l'islam sont quelque part liés sur le plan
historique et culturel. Et donc, lorsque le prophète de l'islam arrive, sur lui sa sainte famille la paix, alayhi salam, il opère dans une société de non-sens. Ce n'est pas uniquement de l'ignorance. La jahiliya, ce n'est pas seulement l'ignorance, c'est vraiment une culture du non-sens. Et il va tisser des réseaux de résistance contre cette culture de barbarie, un culte sauvage, et il va effectivement opérer une révolution réelle. Il va révolutionner la situation, et ce qui va réformer la société par le biais du message qu'il apporte, le message du Coran. On sait toutes et tous qu'il commence par libérer la femme de l'esclavagisme, puisque la femme est enterrée vivante dans certaines tribus mécoises, et puis libérer la société du statut de l'esclavagisme, puisque l'esclavagisme était d'application dans la péninsule arabique. Et donc, pour moi, les Arabes ont connu leur printemps à ce moment-là, quand est arrivée cette lueur d'espérance avec le message de la prophétie, et puis on a connu la période de la floraison, la période de l'épanouissement et de l'épanouissement scientifique, culturel, esthétique, etc., philosophique et même théologique et religieux dans le monde arabo-musulman. Je pense à l'Andalousie, je pense à Beit el-Hikma en 832 à Bagdad. C'était la plus grande bibliothèque du monde, une sorte de grande université en 832. 832, c'est un siècle après la bataille de Poitiers, 32 ans après que Charlemagne a été gouverné empereur. C'est le Moyen-Âge. Et donc la société arabe était déjà dans une phase d'un printemps, d'une floraison, d'un épanouissement et d'un apport culturel à travers le monde. Donc, sur le plan d'une perspective historique, je voudrais revenir sur deux éléments. Et la question de la chute de l'Empire ottoman, l'homme malade, la chute du califat, et par la suite la colonisation. Le monde musulman ou le monde arabe de façon générale, parce que, attention, il ne faut pas considérer que la révolution arabe, elle est musulmane. Elle n'est pas islamique, ou uniquement, exclusivement islamique. Elle est quelque part, elle a des paramètres musulmans, puisque ce sont majoritairement des populations musulmanes, mais il y a aussi des non-musulmans. On a vu en Égypte des chrétiens coptes aux côtés des musulmans égyptiens, ensemble mener un combat pour la dignité, pour la justice, pour le droit, pour la liberté. Et donc, il ne faut pas qu'on soit exclusiviste. Cet éveil des populations arabes, parce que ce n'est pas encore réellement une révolution. Les ingrédients de la révolution n'y sont pas totalement. Ce sont les prémices. C'est un éveil, c'est une prise de conscience dans le monde arabe aujourd'hui. Eh bien, il faut savoir que cela est quelque part un combat qui est mené depuis la chute de l'Empire ottoman, puisque déjà à ce moment-là, on a monté les Arabes contre les Turcs, les Ottomans, par le biais des Anglais notamment. Et ensuite, après cette chute-là, il y a eu la colonisation dans la période des indépendances. On était dans une phase où la reconstruction identitaire dans les pays arabo-musulmans s'opérait dans une dualité. Soit on est laïque ou pro-laïque, entre guillemets, je ne dis pas anti-musulman, hein, c'est pas ça. Laïque dans le sens où on est pour un État-nation, un État démocratique, etc. Ou alors on est ce qu'on a appelé islamiste, c'est-à-dire on est opposé à ce modèle de l'État qui est issu de la modernité ou de l'Occident, entre guillemets, et on est pour un modèle d'un pays géré par ce qu'on appelle la charia, comme on l'entend aujourd'hui dans le propos de certains. Mustafa Abdel Jalil en Libye, c'est ce qu'il dit. La première chose qu'il annonce, c'est « nous allons instaurer la charia ». Et donc, c'est comme si une révolution ou un éveil ou une conscientisation d'un peuple, c'était les laïcs contre les croyants, les laïcs contre les islamistes, entre guillemets, les musulmans engagés contre ceux qui sont pro-modernistes, ceux qui sont contre la charia. Alors ce n'est pas du tout ça, ce sont des populations qui sont contre la corruption, la manipulation, et qui s'indignent réellement contre les dictatures, les tortionnaires sanguinaires du monde arabe, bien sûr sans aucune exception. Il y en a encore qui sont en place, mais comme dit le Coran, alaysa as-subhu biqarib, l'aube n'est-il pas proche? C'est-à-dire viendra le tour de tout un chacun. Kama tadin ou tudan, comme dit la tradition musulmane,
au même titre que tu fais subir une injustice, tu subiras toi-même l'injustice. C'est-à-dire, tôt ou tard, tu payeras le prix de cette injustice que tu fais régner à l'égard de à l'encontre de la dignité d'un peuple. Alors, quand on analyse un petit peu ce qui se passe, l'analyse, elle est quelque part troublante par rapport aux faits que l'on voit. Je prends à titre d'exemple, aujourd'hui, la Syrie, c'est inquiétant, puisqu'on voit réellement qu'il y a eu 2 poids, 2 mesures. Et on a opéré d'une manière particulière en Égypte, en Tunisie, totalement différemment de ce qu'on voit et ce qu'on laisse faire aujourd'hui en Syrie. Il faut savoir que la résistance des peuples dans les pays arabes est bel et bien une force de contre-pouvoir. C'est un éveil d'une population, des populations qui s'ouvrent aujourd'hui à l'aspiration à la liberté, à la dignité, au droit, à l'égalité de traitement, etc. Mais on voit aujourd'hui que l'Europe, par exemple, on craint que l'Europe ne dépossède ces peuples de leur possibilité de déterminer d'eux-mêmes, de leur justesse, en fait, de leurs revendications tout simplement. Ils ont des revendications à partir de ce qui constitue leur culture. Et là, il faudra dire quelque chose par rapport au mouvement en place, que ce soit en Tunisie ou en Égypte, le mouvement de Nahda ou bien le mouvement des frères musulmans, sans dogmatiser leur approche de la société. Ils sont nourris par une identité, par une spiritualité. C'est tout à fait légitime qu'ils puissent revendiquer un cadre référent pour pouvoir gérer la cité, sans dogmatiser l'approche de la cité. Et j'en dirai un mot si vous le permettez. Alors, les espaces ne sont pas vides d'influence. Il faut que ce soit clair. Il y a des influences sur le plan politique, sur le plan géostratégique, sur le plan économique et financier, de la part des pays dits, entre guillemets, d'Occident, c'est-à-dire de l'Europe, des États-Unis, d'autres pays à travers le monde, les puissances internationales. Mais moi, je ne pense pas. Pour moi, ce ne sont pas des révolutions, ce ne sont pas des printemps arabes, ce sont des éveils, des prises de conscience, ce sont des révoltes, par-ci, par-là. Et donc, je ne pense pas que l'on soit dans une phase irréversible. Je ne suis pas sûr. C'est pour ça que je suis très vigilant et on a le droit de poser des questions. Et on a peut-être même le devoir de se poser des questions par rapport à ce qui se passe, puisqu'on sait qu'il y a des enjeux, qu'il y a eu que ces éveils ont été accompagnés par la mise sur place de structures, de techniques de mobilisation via Internet, via d'autres moyens de communication, pour changer quelque part les systèmes en place. On a voulu changer le système en place. Et ici, je reviens un peu en arrière. Lorsqu'il y a eu le mouvement de réforme en Égypte, par exemple, après l'indépendance, et le mouvement connu par les frères musulmans du temps de Hassan al-Banna, rahimahullah, à un moment donné, il y a eu une confrontation avec les autorités en place. Est-ce que le mouvement islamique est à même de répondre aux attentes ou pas? Alors il y a une certaine polarisation. Les islamistes d'un côté, les laïcs de l'autre. Ceux qui sont pour la modernité, ceux qui sont anti-modernité. Ceux qui sont pour les droits de l'homme, ceux qui ne sont pas pour les droits de l'homme. Ceux qui sont pour la dignité de la femme, ceux qui ne le sont pas. Cette polarisation, elle sévit aujourd'hui encore dans le chef de beaucoup quant à la question entre guillemets, du printemps arabe. Et il y a un référent culturel. Ce référent est indispensable qu'on le convoque aujourd'hui dans l'éveil de ces populations. Lorsqu'il y a eu ces mouvements des frères musulmans, à un moment donné, il y a eu une scission au sein du mouvement des frères musulmans. Parce qu'on considérait qu'il fallait combattre la tête pensante. Et en changeant la tête pensante, on aura tout changé. Et ça, c'est l'erreur stratégique et phénoménale dans beaucoup de mouvements islamiques. On va changer la tête pensante, on va changer le maître, on va changer le gouverneur, et ça ira bien. On a personnifié le problème. Dans la discipline de fiqh al-da'wa, on parle de sharsanat al-qadiyya, la personnification du problème. Ça, c'est un réel problème dans le conscient de beaucoup de personnes engagées sur le plan islamique. On retire un tel, tout ira bien. Mais non, le problème, ce n'est pas la personnification du problème. Le problème, c'est le système, la corruption, la manipulation, c'est l'injustice. C'est ça le problème. Et donc, c'est tout un système qu'il faut réformer. Ce n'est pas en retirant une personne qu'on va changer les choses.
Au même titre que ce n'est pas parce que mon guide s'en est allé ou il est décédé que tout le mouvement, tout l'engagement va tomber à l'eau. Au contraire, il faut qu'on soit solide, qu'on ait des soubassements solides et qu'on ne soit pas rattaché à la personne de quelqu'un. Tant qu'un tel est là, tout va bien. Mais une fois qu'il s'en va, khalas. Et c'est comme ça dans le tissu associatif, par exemple. Malika, on sait quelque chose. Laissez-moi me taire. Tant que la personne est là, ça va. Et si elle s'en va, tout tombe à l'eau. Mais ce n'est pas logique. La personne, elle va dynamiser un processus, encourager une dynamique. Certes, c'est important, mais on doit pouvoir préparer la relève et tout ne doit pas poser sur une personne. Et c'est ce que je crains dans le cadre du monde arabe aujourd'hui. C'est pour ça que je suis très vigilant. Est-ce que ce sont des révolutions, entre guillemets, contre l'individu, donc on pense le retirer comme en Égypte ou en Tunisie, que le système va pour le meilleur? Ce n'est pas vrai. En Égypte, on a remplacé la dictature par une présence militaire. Ce n'est pas un pouvoir militaire, mais c'est une présence militaire importante, marquée. En Tunisie, on a changé, on a expulsé quelque part, ou on a soutenu l'expulsion, la demande du départ du président, mais en même temps, pour l'instant en Tunisie, il n'y a pas encore de stabilité sur le plan politique. Et alors on sème le doute quant au fait que, démocratiquement, on a choisi une majorité qui est peut-être issue du mouvement islamique, An-Nahda, ça pose un problème. Et donc l'Occident revient, entre guillemets, parce qu'il y a des enjeux, il y a des éléments qui lui échappent, sur le plan géostratégique et sur le plan financier. Alors, par contre, l'exemple de la Libye, il est interpellant parce qu'en Libye, on annonce qu'on va appliquer la charia, et on laisse faire. Pourquoi? Parce qu'on gagne la confiance du peuple. À partir du moment où un peuple s'est révolté contre un dictateur et il a été oppressé pendant des années, des décennies entières, et aujourd'hui on lui dit qu'on va instaurer la charia, le peuple prend confiance en ce porte-parole du Conseil national de transition. Mais permettez-moi de rappeler que dans ce Conseil national de transition, on a encore l'avant-garde de la dictature de M. Kadhafi, qui siègent encore là-dedans. Donc, on a des gens qui ne sont pas nets. Et il faut être vigilant. De un, et de deux, ce n'est pas parce qu'on m'annonce qu'on va appliquer la charia et on va pratiquer la charia que j'ai confiance. Je vous rappelle, la charia, elle est proclamée dans certains pays, que ce soit en Arabie Saoudite, que ce soit au Soudan, que ce soit en Iran, que ce soit au Pakistan. On parle de l'application de la charia. Contre qui? La lapidation des femmes et couper la main aux pauvres, c'est ça la charia? Je n'en ai pas besoin. Moi, je m'indigne contre cette charia. Si c'est ça la charia, elle ne fait pas partie de la tradition spirituelle à laquelle j'appartiens et que je revendique, qui est l'islam. Donc, le pays veut prouver son indépendance en mettant en évidence la question de la charia. Ce qui importe dans les révolutions, c'est avoir une conscience éveillée des opprimés et de ce qui se passe, pour nous, ici. Mais en même temps, de se dire, on accompagne un processus en soutenant la détermination d'un peuple, ou la possibilité pour qu'un peuple puisse déterminer de lui-même. Et pour cela, il faut que, quand on parle d'une réforme, c'est instaurer les prémices d'un nouvel État, un État qui a des finalités, un État qui a des structures, un État qui est fondé sur base de valeurs universelles, tout en ayant un cadre référentiel qui est l'islam, puisque la société est majoritairement musulmane. Cela n'empêche que ces structures, ces finalités, ces valeurs doivent être des valeurs d'ordre universel qui se puisent dans le cadre référentiel qui est l'islam et en même temps qui permettra d'interagir avec les sociétés ambiantes dans l'espace de la mondialisation dans lequel nous sommes. Moi, j'ai peur, par exemple, pour la Tunisie. On parle de la An-Nahda. An-Nahda qui est un mouvement son cadre référentiel est l'islam, etc. Mais An-Nahda, sur le plan des enjeux internationaux, c'est la logique du système qui se renforce sur le plan économique et financier. Et là, ça pose un problème. Est-ce une révolution? Pour moi, ce n'est pas une révolution. On est en train de changer un cadre par un autre, mais sans pour autant revoir les structures, les bases, les soubassements, les finalités de l'intérieur. Donc, je pense qu'il faut qu'on évite d'être sous un angle frontal vis-à-vis de ce qui se passe dans le monde arabe, puisque nous sommes ici la conscience éveillée de l'opprimé en principe.
Et nous devons interpeller nos sociétés dites démocratiques, nos gouvernements. Quelle est la nature des relations qu'ils entretiennent ou qu'ils ont entretenues avec cette dictature? Maintenant, il est temps de mettre les choses au clair et de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, les enjeux, pourquoi on a tué certaines choses, pourquoi aujourd'hui on ne parle pas et on ne dénonce pas ce qui se passe en Syrie, de la même manière qu'on a soutenu la démarche de toute une population avec le peuple tunisien ou en Égypte par exemple. Pourquoi on ne parle pas réellement de ce qui se passe à Bahreïn quand les États-Unis du monde arabe, c'est-à-dire l'Arabie saoudite, décident d'entrer avec le soutien de Qatar par ordre des États-Unis pour limiter les enjeux parce que, en laissant entendre que c'est une dissidence intracommunautaire, les chiites contre les sunnites, alors que c'est pas vrai. Quand on entend même, avec le respect que j'ai pour lui, le Cheikh Al-Qardawi dire que ce n'est pas un éveil, ce n'est pas une révolution à Bahreïn, c'est inquiétant. Comment ça, ce n'est pas une révolution? Parce qu'ils sont chiites, ils ont le droit aussi à s'indigner contre l'injustice, les manipulations, la torture, etc. Et justement, les pays arabes interviennent afin de laisser croire que ce sont des clivages intracommunautaires sur le plan théologique, alors que ce n'est pas le cas. Ce sont et des chiites et des sunnites qui s'indignent contre la politique en place. Mais on ne soutient pas cela parce que les enjeux sont de taille. Bahreïn, c'est le paradis des pays du Golfe. Donc il faut qu'on sauvegarde quelque chose. Ce n'est pas comme en Syrie. La Syrie, le maintien de Bachar el-Assad dans la région, ça arrange beaucoup pour la stabilité de qui? De l'État terroriste sioniste israélien en l'occurrence. Et donc les enjeux sont de taille, ça nous dépasse. Il ne faut pas qu'on soit frontal par rapport à ce qui se passe dans le monde arabe, mais qu'on soit vigilant et qu'on n'est pas dans la conspiration, mais qu'on soit très critique de ce qui se passe, face à ce qui se passe. Je ne pense pas que ce soit une manipulation extérieure comme le disent certains. Il y a une manipulation qui est venue des États-Unis, qui a été entretenue dans d'autres pays du monde européen, occidental, etc. Et il y a eu éventuellement un soutien, la formation de certaines personnes par rapport à des réseaux de communication, mais il y a aussi eu un éveil de la part de la population et il faut le saluer. Je ne pense pas que Mohamed Bouazizi, rahimahullah, paix sur son âme, s'est immolé par le feu sur base d'une manipulation en se disant je vais offrir mon être comme ça pour la cause afin que ce soit un déclic. Je pense que réellement c'est l'indignation qui a mené la personne à aller jusque-là. Et il y a eu une instrumentalisation de cela, mais à nous de rester très vigilants par rapport à ce qui se passe. Donc la démocratisation des pays doit intégrer les mouvements et les débats qu'il y a localement. Et localement, il y a des gens qui sont pour un pouvoir à partir d'un cadre référentiel qui est la charia, et il y en a qui sont contre. Et c'est un débat qu'il faut entendre, qu'il faut accepter. On ne peut pas dogmatiser notre approche de la question des pays arabes en disant c'est l'islam ou ce n'est rien. C'est l'islam. Mais sur le plan du pouvoir en place, est-ce que les populations sont prêtes à accompagner ce processus, pas d'islamisation de l'État, mais d'une nouvelle structure de l'État à partir de nouvelles valeurs, en définissant de nouvelles finalités dans le cadre de la mondialisation, sans pour autant porter atteinte à la dignité de ce peuple et outrepasser les limites qui sont les leurs. Je voudrais terminer en rappelant que les peuples assiégés dans le monde arabe ont des principes éthiques communs qui permettent de renforcer le ciment de leurs liens sociaux. Et un des ciments sociaux dans cette région-là, c'est l'islam. Et donc quand on revendique l'islamité, où on donne une couleur d'islamité à l'éveil, à l'indignation, il faut qu'on l'accepte, il faut qu'on l'entende, et il faut qu'on traite avec. Parce que c'est l'inquiétude de certains pays, la France, l'Angleterre, les États-Unis. Ce sont les nouveaux islamistes. Mais ça nous intéresse quand il y a des enjeux où il y a une utilité matérielle et financière. Le pétrole, en Libye par exemple. Et alors on va se taire quand il va annoncer la charia. Mais quand d'autres pays vont dire notre référence ce sera la charia, on va s'indigner, comme en Tunisie par exemple. Donc il y a deux poids, deux mesures. Et par rapport à ça, il faut que nous soyons vigilants. Ce qui se passe actuellement dans le monde arabe, musulman, pour moi, ce n'est pas un printemps. C'est un moment donné où on a été
on était dans un coma profond et il y a un éveil soudain, mais je ne pense pas que ce soit irréversible, en toute sincérité. Je ne suis pas confiant. Je prends mes précautions, je suis très vigilant et je me dis il faut accompagner, critiquer, dénoncer, mais en même temps dire il faut y aller doucement mais sûrement. Ne pas brûler les étapes, ne pas précipiter le pas et respecter le rythme de ces pays qui ont vécu pendant des décennies entières sous la dictature, la torture, le mépris de leur être. Notre rôle ici, c'est de connaître leur histoire, d'accompagner ce processus et de demander à nos sociétés dites démocratiques de respecter le choix d'une couleur démocratique d'un peuple qui se revendique d'un autre cadre référentiel à partir du moment où ce sont des valeurs, ou à partir du moment où ce sont réellement des valeurs universelles qui se retrouvent dans notre patrimoine dit islamique. Je vous remercie pour votre écoute. C'est difficile d'aborder ce qui est en train d'arriver devant nous et de le commenter et d'essayer de l'analyser avec suffisamment de recul. Et donc, ça sera plus des bribes de pensée qu'une réflexion aboutie sur le sujet. Il faut avoir cette humilité-là, parce que beaucoup de ce qui arrive nous dépasse, comme ce qui a été dit, même si nous commençons à cerner des tendances et qu'il faut que nous ayons une capacité de commencer à critiquer, commencer à réfléchir autour de ce qui est probablement une des phases les plus importantes que nous avons connues au cours des dernières décennies, peut-être un peu plus. Alors tout d'abord, se mettre d'accord sur un certain nombre de choses. On dit révolutions arabes. Généralement, une révolution comporte en elle une alternative au projet qu'elle renverse. Jusqu'à preuve du contraire, on est très clair sur ce qu'on ne veut pas. C'est beaucoup plus difficile de se prononcer sur ce qu'on veut. Et un des grands risques, c'est d'avoir réussi à arracher une page sombre sans pour autant avoir les capacités d'écrire la prochaine. Donc un des grands enjeux va être de savoir si les peuples seront non seulement investis de renverser un régime, la tête d'un régime, un système, une partie du système, mais si elles auront la capacité de choisir leur destin à partir de ce moment-là. Il y a un certain nombre d'obstacles à cette volonté qui peut exister. D'abord, c'est qu'il n'y a pas de modèle duquel on puisse s'inspirer. Et je rejette tout de suite l'idée du modèle occidental qu'il suffirait de copier, qui serait le modèle démocratique par excellence, où la participation populaire serait garantie, où les droits des citoyens seraient garantis. Il y a bien sûr des expériences passées dont il faut s'inspirer. On a parlé de l'Amérique latine, on a parlé de l'Europe, des États-Unis. Il y a d'autres expériences, y compris dans notre région même. Il faut s'en inspirer. Mais ce qu'on peut voir, c'est que la crise démocratique dépasse ce qu'étaient les frontières des pays arabes. Et aujourd'hui, vous vivez en Europe une vraie et profonde crise démocratique qui est celle de la participation citoyenne. Moi, je ne considère pas, quand je vois que les gens n'ont le choix que de voter une fois tous les 4 ans, une fois tous les 5 ans, et généralement ils votent contre celui pour qui ils avaient voté avant. Ils votent pour punir, pas vraiment pour choisir. Cette alternance systématique ou l'abstention dans les pays où le vote n'est pas présent, cette montée des populismes, qui sont une des formes les plus terribles de faire de la politique, tout ça révèle un profond malaise et le sentiment chez les gens qu'ils ne sont plus maîtres de leur destin. Qu'au mieux, ils peuvent sanctionner des gens, mais qu'en fait, ils ne sont plus capables de faire les grands choix qui les concernent. Et donc, ma première remarque concernant les révolutions arabes, c'est qu'il y a des grandes chances que nous privilégions la démocratie formelle à la démocratie réelle. C'est-à-dire qu'on va organiser très vite des élections, on adoptera peut-être très vite des constitutions, on fera un peu de législation par là, et on aura un certain nombre de symboles qu'on pourra ériger en démocratie réelle, alors que ce n'est que la démocratie formelle. La démocratie réelle, c'est le pluralisme, c'est le débat, c'est la capacité des citoyens à choisir et de changer de choix quand ils voient que ce n'est pas la bonne solution. C'est leur capacité non seulement à la fin d'un processus d'aller voter pour tel ou tel choix, mais de pouvoir eux-mêmes écrire l'offre. Une fois qu'on arrive devant vous avec l'offre déjà écrite, vous avez déjà beaucoup moins de choix qu'avant. Et donc, ma première inquiétude, c'est la volonté de revenir très vite à ce qui a été le principal démon de cette région, c'est la stabilité. Ça a été le mot
qui nous a guidés pendant très longtemps, c'est-à-dire qu'on nous a expliqué que le plus important, c'est la stabilité. C'est la garantie du progrès économique, c'est ce qui permettra de favoriser une évolution sociétale, c'est ce qui permettra à terme une évolution au niveau des droits humains, de la démocratie, mais ça viendra. Ce n'est pas tout de suite, mais ça finira par venir. Et nous devons contester cette façon de faire les choses, et c'est là où il m'arrive de ne pas être d'accord sur l'approche des Européens ou des Américains vis-à-vis des forces dans la région. À mon avis, ils iront choisir celui qui est capable le plus rapidement possible de revenir à la stabilité. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est les forces islamiques, parce que c'est les plus organisées, les plus disciplinées. Donc je pense qu'il y a un réel intérêt pour l'Occident que ce soit ces forces-là qui arrivent au pouvoir, parce qu'elles garantiront un retour rapide à la stabilité. Est-ce pour autant qu'il faut être contre ces forces de manière catégorique? Non, il faut regarder selon les situations. Je pense qu'il y a deux erreurs à éviter, les exclure et les sacraliser. Et je pense qu'on risque de passer de l'une à l'autre quand je vois le résultat des votes en Tunisie. Mais l'important, c'est que ces forces puissent participer au débat démocratique, si elles sont élues, qu'elles puissent gouverner, mais que l'espace du pluralisme soit respecté et que la capacité des citoyens de changer de choix, si elles le désirent, se fasse, que si elles veulent maintenir leur choix, que cette possibilité se fasse, mais que les citoyens continuent à être investis de leur destin. C'est-à-dire, ils ne sont pas allés voter pour remettre les clés de la maison aux partis politiques qu'ils ont élus, ils leur ont permis de gouverner avec la population et non pas à la place de la population. La seconde série de remarques que je voudrais faire concerne est-ce qu'on est dans une évolution nationale, pays par pays, ou est-ce qu'on est dans une évolution régionale, ou est-ce qu'on est dans une évolution mondiale? Alors bien sûr, ces révolutions se sont passées dans des pays, selon les contextes, et en même temps, elles ont eu lieu quasiment les unes après les autres dans toute une série de pays. Et je crois qu'on ne comprend pas à quel point il est important de maintenir cette dynamique, c'est-à-dire de ne pas laisser cette évolution se passer à l'intérieur des frontières, comme si le reste de ce qui arrivait ailleurs n'était pas intéressant. Et nous avons eu beaucoup de discussions avec les Européens à cet égard, et nous leur avons dit, on a des expériences, on voudrait partager ces expériences. La Tunisie et l'Égypte devraient pouvoir se parler pendant qu'elles font une transition démocratique. Les Palestiniens avaient une expérience démocratique qui a été gâchée, j'y reviendrai, y compris par l'intervention extérieure. Nous voudrons revenir à cette expérience démocratique. Nous voulons échanger avec ces pays-là, et nous voulons échanger avec l'Amérique latine, avec l'Afrique, avec vous, avec les Américains et avec d'autres. Et il y a un vrai risque de dire non, chaque pays c'est différent, il y a beaucoup de spécificités locales, vous ne comprenez pas, on a notre processus, vous avez le vôtre, on vous soutient, mais restez loin de nous. Et moi-même, j'ai pu visiter la Tunisie, les préoccupations nationales prennent rapidement le dessus sur ces dynamiques qui sont beaucoup plus importantes. Et c'est pour ça que j'ai souvent eu la tendance de dire que c'est une dynamique régionale et il faut qu'elle le reste, parce que ça peut se nourrir, on peut se nourrir les uns des autres, on peut apprendre les uns des autres, éviter des écueils ensemble et peut-être aboutir à quelque chose de foncièrement nouveau et non pas seulement copier ce qu'on a pu voir ailleurs. Mais en observant, petit à petit, je me dis que c'est peut-être au-delà de notre région. Quand on voit ce qui est en train d'arriver aux États-Unis en ce moment même sur des bases économiques, sociales, mais qui sont aussi les questions d'injustice et d'oppression. L'oppression peut avoir beaucoup de formes différentes. Il ne suffit pas qu'elle soit politique. Elle peut être économique. L'injustice peut être sociale. Ce qui est en train d'arriver en Europe même. Est-ce que là aussi, il n'y a pas des dynamiques dans lesquelles on peut puiser la volonté de construire un projet foncièrement nouveau? Est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'il y a un certain nombre d'erreurs qui ont eu lieu et qu'on n'a pas envie de répéter? Est-ce qu'on peut se dire que ce que nous avons vu jusqu'à là comme étant l'aboutissement de la modernité n'est plus l'aboutissement de la modernité et qu'il faut la repenser ensemble pour essayer d'amener une vraie alternative pour les populations qui ne va pas restaurer la stabilité très vite, mais qui permettra de créer une vraie stabilité qui soit fondée sur une justice politique, économique et sociale et culturelle, celle qui permet de prendre le temps du débat, de prendre le temps de l'expérience, le temps de l'échange, et celle qui se permet quelque chose qui est devenu rare, beaucoup d'audace. La troisième remarque que je voudrais faire, c'est que on peut se féliciter de ces révolutions. On peut se réjouir. J'avoue, moi, avoir été traversé par deux sentiments un peu contradictoires. J'ai d'abord eu le vertige. Quelqu'un de très rationnel, qui aime bien les équations, les calculs, et tout à coup, il y a quelque chose de complètement imprévu, qu'on a du mal à penser. Et la première tentation, c'est comme quand vous êtes au bord du gouffre, vous pouvez voir que vous allez passer au palier suivant si vous sautez assez haut, mais vous regardez aussi en bas et vous avez tout de suite le vertige.
Et je me demandais si on allait accéder au palier supérieur ou si nous allions tomber dans le gouffre. Mais très rapidement, ce sentiment, cette peur, l'espérance a pris le dessus. C'est quelque chose de bien. Il ne faut pas qu'elle soit naïve, c'est clair. Et il faut en permanence penser aux deux. Nous devons réussir le saut. Il faut oser sauter. Parce que là où nous sommes est inacceptable. Ce statu quo est intenable. Ce statu quo est terrible. Il faut oser le dépasser. Et en même temps, il faut être très clair sur l'élan qu'il faut prendre pour sauter assez haut. Sinon, le risque qui est en dessous de nous est terrible. Et donc, nous ne devons pas reculer à cause de la peur, nous devons l'affronter. Alors, pour affronter cette peur, il y a un certain nombre de choses que nous avons besoin de faire. D'abord, c'est de nous dire où est-ce qu'on veut arriver. C'est ce que je disais, cette révolution n'a pas d'alternative en elle. Donc il faut qu'on réussisse à penser, c'est quoi exactement les objectifs qu'on se dessine. Et il faut qu'on regarde vraiment en termes de stratégie, quelle est la stratégie qui nous permettra d'accéder dans les meilleures conditions possibles à ce palier supérieur. Ma conviction sur ce sujet, c'est que pour qu'on réussisse ce saut dans lequel nous voulons nous projeter, la première des conditions, c'est de ne pas entrer dans un certain nombre de pièges qui sont devant nous. D'abord, une polarisation excessive. Deuxièmement, le piège de la vérité absolue, c'est-à-dire une des parties a la vérité absolue pour elle, et il suffit de les lire pour que tout aille bien. Troisièmement, c'est la conviction que nous allons avoir un certain nombre d'années difficiles devant nous. Parce que le plus grand défi, ça va être celui de la frustration. Les gens vont, à un moment, se diront « c'était mieux avant ». Et ça serait terrible. Si les gens arrivent à un stade et disent « finalement, c'était mieux avant », c'est qu'on a complètement raté ce que nous sommes en train d'essayer de faire. Et c'est pour ça que j'ai eu peur d'un certain nombre de promesses que j'ai entendues pendant les différentes campagnes électorales, parce que je me suis dit, ils ne se rendent pas compte. On va passer par un temps terrible, les gens doivent y être préparés, parce qu'ils ont fait cette révolution pour aller mieux, ça ne va pas aller mieux tout de suite, et donc il faut qu'on puisse avoir le souffle assez long pour tenir. Et peut-être, une des dernières choses, il faudra être sérieux, et il faudra être critique, et il faudra dire la vérité, même quand elle n'est pas facile à dire. Je vais me permettre de parler un peu de la Palestine, mais ne vous inquiétez pas, je vais en permanence rebondir sur ces révolutions arabes. Moi, j'ai eu l'occasion de commenter ces révolutions arabes dès le départ. Je ne sais pas si c'était le côté jeune diplomate, langue bien pendue, ce n'est pas habituel dans le milieu, donc ça plaisait bien. Mais à chaque fois que j'allais quelque part, on me disait tout de suite, mais en fait, vous êtes palestinien, vous faites quoi là? Quel est le rapport? Pourquoi il vient commenter la Tunisie, l'Égypte? Palestinien, il n'y a pas de printemps en Palestine. Et ma première remarque, c'était toujours de dire, ces populations ont décidé d'appeler leur révolution intifada, ce n'est pas nous qui l'avons appelée comme ça, donc c'est qu'ils pensent qu'on est peut-être une source d'inspiration. Deux, nous avons le désir de nous inspirer d'eux. Il faut avoir cette humilité-là, de dire, on a toujours pensé qu'on serait le fer de lance, et tout à coup nous étions en retard sur l'histoire, quand même très particulier pour les Palestiniens d'avoir ce sentiment, et que nous aussi, nous connaissions une certaine forme d'oppression, d'injustice, une des plus terribles qu'on puisse connaître, qui est l'occupation, et que nous entendions bien sortir de ce statu quo intenable qui a l'air de plaire à beaucoup de gens pour l'instant. Et on a vu des mouvements en Palestine se déployer, notamment autour du 15 mars, dans la même veine de ce qui se passait dans le monde arabe, même si elles n'ont pas pris l'ampleur qu'on aurait aimé voir, parce qu'il y a des années de combat, des décennies de combat derrière, beaucoup de frustration, et parce qu'il y a la division palestinienne qui mine la perspective d'un front uni, large, qui aurait pu combattre et donner du souffle à nos mouvements populaires. Mais surtout, on a la conviction que la Palestine est déjà passée par là dans plusieurs étapes. Par exemple, la Palestine est un des rares pays de la région qui a une vraie expérience démocratique, en tout cas une vraie expérience du pluralisme politique. On a des forces issues de l'islam politique, des forces issues de la gauche, on a des forces à l'intérieur desquelles il y a un peu de tout, mais qui sont les forces dites du réalisme politique, qui se sont affrontées, qui se sont combattues, qui ont participé à des élections, reconnues pour être démocratiques. Et donc, peut-être que cette expérience mérite d'être étudiée, notamment sur deux points. D'abord, je pense que c'est la principale leçon pour le mouvement national palestinien. La démocratie, c'est d'abord et avant tout le pluralisme. Ce n'est pas l'élection, ce n'est pas le fait majoritaire. C'est le respect qu'on a les uns pour les autres et la place qu'on donne à chacun au sein du débat et au sein de la cité. Et c'est une fois qu'on a commencé à douter de la place des uns ou des autres dans la cité, dans ce pluralisme, qu'on a connu nos difficultés.
Le deuxième élément, c'est le poids que peut avoir l'intervention extérieure sur la démocratie palestinienne. Nous, on a connu des élections en 2005 présidentielles qui ont porté Mahmoud Abbas au pouvoir, puis des élections législatives en 2006 où le Hamas a remporté l'élection et a formé le gouvernement. Tout à coup, avant même que ce gouvernement n'ait commencé à travailler, il a été boycotté internationalement, on a eu des conditions, il faut qu'il respecte ces conditions. Il faut se rendre compte, le gouvernement n'avait pas commencé à travailler, il n'y avait rien à sanctionner encore. Et nous avons dit, ce gouvernement, c'est le gouvernement de la Palestine. Le Hamas est un parti politique, il a sa charte, le Fatah a la ligne politique, le Front populaire a sa ligne politique. Le gouvernement n'a pas encore défini sa ligne. Donc travaillez avec le gouvernement et voyez. Mais non seulement ce gouvernement a été boycotté, ce qui a fait quasiment s'effondrer les institutions qu'on avait passé tellement d'années à construire, mais le gouvernement d'unité nationale palestinienne, qui était donc en ligne avec l'esprit démocratique et en ligne avec la volonté d'unité, a lui aussi été boycotté. Et ça nous a amené à la division terrible qu'on a connue, qui s'est nourrie des divisions palestiniennes existantes, mais aussi de ce boycott international pour le gouvernement. Et à l'époque déjà, nous avons dit, exclure une force est une très mauvaise chose. Elle doit avoir sa place dans l'espace démocratique du moment où elle en accepte les règles, mais aussi considérer qu'une seule force peut représenter l'ensemble de la nation est une très mauvaise chose, et je pense que ça a sa place dans ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, parce que cette force peut peser aujourd'hui 40%, demain 20%, demain 10%, et même si elle devait peser plus de 50%, les autres 40 ou 30% méritent aussi d'être respectés et représentés. Aujourd'hui, la division palestinienne persiste, mais nous avons signé un accord de réconciliation entre des forces qui semblaient irréconciliables, et nous avons aussi l'espoir de démontrer que des forces très différentes peuvent travailler ensemble du moment où elles sont confrontées à des défis immenses comme ceux que nous sommes en train de connaître aujourd'hui, et ça pourrait peut-être inspirer dans d'autres régions du monde, à condition que le programme politique ne soit pas celui d'une des forces imposées aux autres, mais vraiment un compromis qui puisse correspondre à ce que les gens veulent réellement. La Palestine est aussi importante parce qu'elle est importante pour les peuples dans cette région et peut-être au-delà de cette région, sûrement au-delà de cette région. Et on l'a vu, même au milieu de défis immenses, ils ont continué à y penser, ils ont continué à en parler, ils ont continué à se mobiliser pour la Palestine, ce que personne n'attendait, même nous, parfois, on avait des doutes. Et donc, tous ceux qui avaient espéré que cette éclosion régionale allait marginaliser la question palestinienne se sont complètement trompés de nouveau. Je suis désolé pour eux, mais c'est comme ça. Et les Palestiniens ont décidé de reprendre l'initiative sur le front politique en même temps, en allant devant l'ONU et en demandant quelque chose de relativement simple, c'est leur indépendance juridique, politique, comme prélude à leur indépendance sur le terrain. Et vous avez vu les réactions. Tous ces gens qui disaient qu'ils étaient favorables à un État palestinien, tout à coup, découvraient que c'était impossible de voter pour un État palestinien. Bon, les Américains, quand même, ayant le prix le plus haut, parce que les Américains ont quand même mis un veto sur une résolution qui condamnait la colonisation, qu'eux-mêmes condamnent. Je vous dis même que la résolution était tirée des discours de Hillary Clinton. Donc, les États-Unis ont voté contre les discours de Hillary Clinton. Mais bon, vu que le ridicule ne tue pas, maintenant ils disent qu'ils sont pour un État palestinien, mais ils seront obligés de mettre le veto à l'État palestinien, qu'ils soutiennent par ailleurs. Il ne faut pas qu'on le comprenne mal, c'est qu'ils le soutiennent parfaitement, mais qu'il faut qu'Israël donne son accord. Donc notre indépendance est l'otage du pays qui nous occupe. Bon, heureusement, notre direction politique défie cette réalité-là, parce que ce serait la moindre des choses de défier cette réalité politique. Mais je dois dire que la vraie surprise est venue des pays européens, puisqu'on a eu un vote préliminaire là, qui n'est pas le vote au Conseil de sécurité, mais qui est celui des comités des admissions. Et je vous dis que 3 pays européens, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, sont contre cette idée qu'on puisse obtenir l'adhésion à l'ONU par le Conseil de sécurité, et le Portugal s'est abstenu. Donc sur 4 pays, ça fait un peu beaucoup. Et là aussi, on nous explique qu'il faudrait qu'on accepte un compromis donné sur le sujet. Ça fait partie des statu quo qu'il ne faut pas accepter. Il faut aller défier cette réalité-là, et à mon avis, ça ne suffira pas de le faire politiquement et diplomatiquement, il faut pouvoir le faire pacifiquement, sur le terrain, par des mobilisations populaires, mais là encore, il faut ressusciter l'espoir au sein de la population pour qu'elle puisse continuer à se mobiliser après tant d'années de combat pour cette cause. C'est pour ça que je dis qu'il faut garder l'élan pour pouvoir le faire. Et mettre tout le monde face à leurs responsabilités. C'est-à-dire que tout le monde nous a dit « Attendez, vous nous mettez dans l'embarras, on va être obligé de voter. Ne faites pas ça, faites autre chose. » Non, il faut oser mettre les gens dans l'embarras à un moment donné
pour que les choses soient claires. Pour le peuple palestinien, nous allons regarder qui vote pour nous, comme on l'a fait pour l'UNESCO, où beaucoup de pays européens ont voté pour nous, et nous allons voir ceux qui votent contre nous, et nous allons demander des comptes à ceux qui votent contre nous. Et à mon avis, toute la région va regarder tous ces gens qui parlent de démocratie, de liberté, de dignité. Le discours d'Obama sur la région était magnifique. Il avait deux parties. La première partie sur le monde arabe, démocratie, le droit à l'autodétermination des peuples. Puis il y avait une deuxième partie, comme si nous, on n'était pas liés au droit à l'autodétermination. Il n'y a pas de lien. Sur la Palestine, où il nous expliquait le compromis, les négociations, l'accord des deux parties, la coexistence. Je ne suis pas contre la coexistence, encore faut que notre existence à nous soit garantie. Et donc, nous avons la conviction que cette Palestine-là, avec toutes les failles qu'elle a connues, peut servir de leçon, et avec toutes les forces qu'elle a, peut servir de point d'appui. Ce qui se passe dans le monde arabe ne concerne pas seulement les musulmans, puisqu'on a dit qu'il n'y avait pas seulement des musulmans, il y a des chrétiens, il y a même des athées dans ce monde arabe, il y a des juifs. Ça ne concerne pas seulement les Arabes, qu'ils soient de ce côté de la Méditerranée ou de l'autre côté de la Méditerranée, ça concerne un peu tout le monde. Alors chacun de nous puise une raison d'être différente. Notre appartenance culturelle, bien sûr, peut motiver un désir de s'engager. Mais la grosse question qu'on doit se poser, c'est quel monde nous voulons créer. C'est très bien si vous réussissez à aider des gens de l'autre côté de la Méditerranée à réaliser ce qu'ils veulent faire de l'autre côté de la Méditerranée. Encore faut-il faire quelque chose ici. Et c'est pour ça que je conclue en disant qu'il y a des dynamiques beaucoup plus importantes qu'on ne le croit, parce que les défis qui sont devant nous sont immenses. Pas un seul peuple ne peut les régler, pas une seule nation ne peut les affronter. Par contre, beaucoup de peuples mobilisés pour des raisons différentes, sur des bases différentes, qui arrivent à trouver des convergences suffisamment importantes pour travailler ensemble, peut-être qu'avec un peu d'audace, elles peuvent faire la différence.